Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire Citrix, comment mettre en place le télétravail de manière durable et sécurisée. La plupart des participants sont en train de se connecter. Nous allons juste patienter quelques secondes et je donne la main à nos intervenants, Maxence Michardière avec nous aujourd'hui et Arnaud Nero pour démarrer la session. À toi Maxence. On attend encore que ça se connecte. Oui. On va attendre une petite minute. Voilà. Bon, déjà, merci à tous ceux qui sont déjà connectés pour votre participation à cette session. On espère que le contenu vous plaira et qu'on aura beaucoup de questions en fin de session pour pouvoir échanger avec vous. Alors, oui, j'en profite peut-être pour intervenir. N'hésitez pas à utiliser le bouton questions et réponses pour poser vos questions. Donc, la session durera une demi-heure, la session de présentation qui sera suivie d'une séance de questions-réponses. Donc, on répondra à vos questions qui seront soumises sur le bouton questions-réponses que vous avez normalement dans le menu en bas de votre écran. Ok. Alors, dans ce cas-là, on va démarrer ce webinaire. Donc, effectivement, mise en place du télétravail et comment effectivement le mettre en place dans des bonnes pratiques, que ce soit pour l'expérience des collaborateurs et respecter effectivement toutes les contraintes de sécurité qui sont liées à la mise en place de la publication des outils d'entreprise. Donc, ce qu'on a vécu cette année, effectivement, et ce qui a été un accélérateur pour la mise en place du télétravail, effectivement, on la connaît, c'est une phase de crise qu'on a eue sur le mois de mars. Et donc, effectivement, cette crise a amené les entreprises à mettre en place des solutions pour permettre la mobilité des collaborateurs, donc beaucoup basé sur le home office, puisqu'on s'est retrouvé dans des phases de confinement. Et donc, il a fallu donner accès aux ressources de l'entreprise, que ce soit de l'applicatif, que ce soit de la donnée. Après cette phase effectivement de crise où l'entreprise a dû mettre en place de manière rapide et pas forcément avec le respect de l'ensemble des process qui se met normalement pour ce type de mise en œuvre, il y a eu effectivement une phase de prolongation du travail à domicile. Et donc là, effectivement, la phase qui a été beaucoup vécue par nos clients a été effectivement de stabiliser les infrastructures qui ont été mises lors de la phase de crise, d'en rajouter l'ensemble des piles de sécurité qui auraient dû être mises en place et qui avaient peut-être été postponées légèrement pour répondre à l'urgence de l'accès aux applicatifs et effectivement assurer le maintien et la pérennisation de ces solutions. Et après, effectivement, nous dérivons après derrière sur finalement une nouvelle normalité, puisqu'on est encore dans une phase où il est nécessaire d'avoir certaines populations, certains collaborateurs qui continuent de travailler de chez eux. Typiquement, chez Citrix, nous sommes encore des collaborateurs qui travaillons dans ce contexte de home office. Et donc, les besoins sont de planifier les futurs moyens de travailler et donc comment arriver effectivement à innover dans ces nouveaux usages pour permettre effectivement à vos collaborateurs de travailler de manière efficace comme s'ils étaient au bureau. Donc, effectivement, si on revient un petit peu en arrière par rapport à ce que nos clients ont vécu et ont fait, donc durant la phase de crise, on a eu effectivement une phase de lockdown, donc avec beaucoup de contraintes sur les déplacements. On a tous été bloqués chez nous. On a des entreprises qui ont été fermées. On a eu des entreprises qui ont donc dû mettre des mesures pour pouvoir continuer leur activité. Donc, on a eu de nombreux clients historiques chez Citrix sur les métiers de la virtualisation, que ce soit autour de la publication d'applications, de la VDI, ce genre de choses-là. Donc, il y avait des environnements qui étaient purement accessibles à l'interne et l'idée pour eux était de mettre en place, en s'appuyant sur les technologies réseau qu'on délivre, des accès distance. Donc, avec effectivement la mise en place d'appliances
d'appliances Citrix ADC, par exemple, et qui ont permis finalement de manière très simple et très rapide de prendre les environnements internes et de les publier de manière sécurisée. Donc ça, effectivement, on a eu beaucoup de clients historiques qui sont partis dans cette mécanique-là. On a eu aussi des nouveaux clients qui n'avaient pas d'usage virtualisation ou de VDI qui ont mis en place ce genre de solution parce qu'ils avaient effectivement des besoins spécifiques d'extension. Et effectivement, cette manière de publier la ressource était la plus simple pour eux à mettre en œuvre. Un autre use case qu'on a eu, une autre demande, ça a été pour des clients qui n'avaient pas forcément les ressources nécessaires pour mettre en place de la virtualisation, puisqu'il faut de l'infrastructure, donc des choses on-premise, ou alors pour certaines entreprises qui n'avaient pas accès ou qui n'avaient pas encore contractualisé sur des providers de cloud, la capacité de mettre en place des architectures de type virtualisation, la possibilité d'utiliser une des features de notre produit Virtual Edge and Desktop, qui est le Remote PC Access. Donc, c'est effectivement de se dire, on prend un PC qui est au sein de l'entreprise, on lui installe un agent et ce PC devient une ressource accessible depuis l'extérieur de manière sécurisée avec le même stack réseau que pour les clients qui faisaient de la virtualisation. Donc ça, on a eu à la fois des clients donc, qui n'avaient pas la ressource en data center on-premise ou les abonnements nécessaires auprès des providers de cloud public pour faire ce genre d'opération, ou on a aussi eu des clients qui n'ont pas réussi à acquérir durant la période, parce que ça a été soudain, du matériel de type laptop et de le fournir à leurs collaborateurs. Et donc, ils se sont retrouvés dans une nécessité de donner l'accès au compute de l'entreprise, à l'ordinateur physique qui est resté au bureau de manière sécurisée. Et ça a amené aussi ces entreprises-là à mettre en place de manière très rapide des stratégies Bring Your Own Device, parce que comme l'entreprise n'a pas pu fournir de périphériques à ses employés, ce sont des employés qui majoritairement ont utilisé leur matériel personnel pour pouvoir accéder aux environnements. Et là aussi, on a avec nos solutions des moyens d'apporter la feature, la possibilité de se connecter aux ordinateurs qui sont au sein de l'entreprise, tout en garantissant effectivement la sécurité d'accès sur ces équipements, en mettant des verrous pour s'assurer que voilà, c'est un PC qui n'est pas géré par l'entreprise, donc on doit être aussi capable de manager ce use case où l'administrateur ne peut pas être sûr à 100% que les mécanismes de sécurité sur le post Bring Your Own Device sont conformes. Donc on a aussi ces challenges-là qui ont été traités. L'offre Citrix Cloud a aussi été utilisée, donc elle a été utilisée pour les clients qui n'étaient pas forcément effectivement historiquement clients Citrix et qui voulaient, au travers de cette offre-là, qui est plus une offre en mode SaaS, avoir la possibilité de déployer extrêmement rapidement finalement les briques de virtualisation. C'est-à-dire qu'effectivement, là où dans un projet classique, il faut installer effectivement une infrastructure on-premise, avec tout un ensemble de composants, gérer effectivement les contraintes de production, sauvegarde, implémentation, process, MCO, ce genre de choses-là. Là, effectivement, on part sur une solution en mode SaaS, préconfigurée avec de l'autoscaling et qui permet effectivement de se concentrer juste sur la définition des ressources à déployer aux utilisateurs et la publication. Donc, ça a permis à des clients d'emborder et de mettre en œuvre la virtualisation d'applications, le remote access, le remote PC access, de manière extrêmement rapide, puisqu'il n'y avait pas toute cette brique d'ingénierie et d'intégration au sein du SI à faire pour eux. Donc, effectivement, là, utiliser la flexibilité des offres cloud pour avoir quelque chose de très agile et de très rapide à déployer. Dernier use case qu'on a eu aussi, parce que c'est des choses qu'on sait aussi traiter au travers de nos offres networking chez Citrix. Hein, on a un stack Citrix ADC qui permet de faire ces sujets-là. On a eu des clients qui sont partis sur des choses un peu plus traditionnelles en termes de remote access en mettant en place de l'accès VPN SSL. Donc là, on a eu effectivement des clients qui avaient des choses existantes et qui donc qui ont fait simplement des extensions de capacité. On a aussi des clients qui se sont basés sur les capacités d'avoir ces appliances et ces solutions en mode virtuel pour se créer des architectures dans le cloud spécifiquement dédiées
à cette solution-là. Donc, utiliser l'agilité d'un provider cloud public allié à nos solutions qu'on est capable de porter sur ces plateformes pour pouvoir effectivement se monter une passerelle d'accès VPN, donc avec des mécanismes complémentaires. Arnaud, je ne sais pas Oui, si… je voulais ajouter un point par rapport donc, à ces différentes solutions d'accès à distance et à accéder à l'outil informatique de l'entreprise. On a vu pas mal de soucis concernant le point d'accès et la montée en charge du point d'accès, puisque d'un usage traditionnel qui était à peu près 5% des employés qui pouvaient se connecter à distance, on se retrouve avec 80%, voire 100% de la flotte qui doit pouvoir se connecter par Internet. Et certes, les bandes passantes Internet et les bandes passantes théoriques des équipements sont censés être capables d'encaisser la charge. Mais la réalité, c'est qu'à vouloir avoir un niveau de sécurité, de chiffrement dans les équipements très élevé, avec des TLS 1.3, des algos CDHE, on se retrouve avec des limitations techniques au niveau compute dans les hardware. Et ces algorithmes de chiffrement ont un énorme impact finalement sur les capacités à traiter les transactions SSL. Donc, ça a mis en évidence un point, c'est qu'on n'est pas suffisamment pratiqué de tests de montée en charge sur les solutions, sur les points d'accès, pour pouvoir valider qu'au-delà de oui, j'arrive à me connecter et oui, c'est chiffré, c'est sécure avec les algos et le niveau de sécurité que j'ai défini, mais est-ce que je vais être capable de traiter la volumétrie de connexion pour pouvoir encaisser la charge de mes 80% voire 100% de collaborateurs connectés simultanément. Voilà, donc c'était assez intéressant de cette période-là, puisque ça nous apprend également à pouvoir jouer notre rôle de devoir de conseil auprès de nos clients pour pouvoir leur dire attention, la phase de recette et la phase de test de montée en charge, elle est critique. Et on a pu en voir les conséquences dans cette crise du Covid. Merci Arnaud. Donc, ensuite, seconde phase, prolongation du travail à domicile. Donc, effectivement, on a eu une phase de crise, on a mis en place des mesures de manière plus ou moins rapide, plus ou moins maîtrisée, en respectant plus ou moins nos process. Et donc, après, finalement, on se retrouve dans une extension de l'usage et donc, il faut effectivement raligner différents éléments. Donc déjà, premier point qui a été rajouté par tous les clients qui n'avaient pas forcément ce composant-là historiquement ou qui ne l'ont pas mis en mode initial, c'est tout ce qui va être authentification multifacteur. Là, effectivement, capable de s'appuyer donc sur du token Radius, sur des authentifications ou des IDP tierces. Donc là, effectivement, on est capable de supporter un large panel de solutions pour s'adapter aux mécanismes d'authentification qu'une entreprise ou une organisation va choisir. Ensuite, une brique importante pour nous, ça va être toute la partie Analytics for Security. Au fait, ça, c'est un composant chez nous qui permet d'avoir une remontée de l'ensemble des logs et des événements sur les solutions Citrix que nous fournissons à nos clients et qui va permettre effectivement de faire du scoring sur le comportement utilisateur au niveau en ayant un focus sur la partie sécurité. D'être capable de détecter voilà, les erreurs de login mot de passe, des connexions au niveau géographique qui sont très distantes pour un même utilisateur sur une période très courte. Et donc, des mécanismes effectivement derrière qu'on redétaillera un petit peu parce qu'on a un slide dessus et qui permettent effectivement de scorer, de mettre un score de risque sur un comportement utilisateur et effectivement après derrière d'avoir des actions proactives sur ces comptes afin de pouvoir autoriser, finalement bloquer ou faire d'autres actions spécifiques. On a eu aussi des demandes autour de l'endpoint management, puisqu'on Citrix est aussi un fournisseur de solutions d'endpoint management. L'idée, effectivement, de se dire que voilà, on a des cas
où on a des entreprises qui ont continué d'embaucher, qui ont eu des nouveaux collaborateurs qui sont arrivés. Et par exemple, typiquement, il faut qu'on leur délivre un périphérique d'entreprise pour travailler. Et ce n'est pas forcément un périphérique qui a pu passer dans les mains de l'IT. On a des clients qui, pour les nouveaux collaborateurs, le nouveau collaborateur recevait des devices neufs, même pas sortis du carton. Et donc, il fallait être capable, à minima, de manager tout le endpoint. Donc, un téléphone, on est capable de l'enrôler avec des mécanismes avancés, d'appliquer des stratégies. Et on est aussi maintenant capable de le faire sur du laptop Windows, du laptop Mac. Et donc, être capable vraiment, même pour un périphérique que l'équipe IT n'aurait pas préparé avant, qui n'aurait pas été masterisé avec d'autres outils, d'avoir quand même un contrôle dessus, d'appliquer des règles de compliance, de la sécurité, s'assurer qu'on est sur un OS à jour, de l'antivirus, sur des choses-là, d'appliquer des règles pour s'assurer que même le device va rentrer en conformité par rapport aux règles de l'entreprise. Et ça permettait effectivement de repasser des utilisateurs qui auraient commencé à se connecter aux infrastructures en mode bring your own device, de les réaligner sur des compliance entreprises. Important aussi, mise en place de tout ce qui va être outils de management centralisé. Donc là, effectivement, d'être capable de redonner aux administrateurs des solutions, une vue centralisée sur les différentes briques, les différents stacks technologiques qu'ils ont, avec un focus sur la partie network, puisqu'on va avoir beaucoup de choses qui vont passer au travers de briques ADC, ce genre de choses-là, où on va avoir des publications applicatives basées sur des certificats. On va avoir besoin de monitoring pour s'assurer que la plateforme va avoir le niveau de performance voulu, qu'on va avoir effectivement un contrôle sur les flux qui passent, ce genre de choses-là. Je pense que Arnaud va avoir un petit complément à faire sur ce sujet. Oui, sur la partie, déjà sur la partie authentification, comme l'évoquait Maxence, c'est la mise en place des multifacteurs, donc du radius, de l'authentification vers des IDP externes, mais également la mise en œuvre des mécanismes internes aux composants ADC pour faire de l'authentification sur la base du time OTP. On a eu également des clients qui nous ont demandé par rapport à la norme FIDO2. Donc, c'est une norme que désormais on supporte avec les YubiKey. Donc, ce sont des solutions assez intéressantes, mais bon, qui n'étaient pas envisageables de déployer dans le contexte du Covid, mais qui, en tout cas, en termes de two-factor, est extrêmement intéressant. Et donc, par rapport à cette j'irais au management centralisé, au reporting qu'on peut avoir, on a effectivement une brique centrale ADM qui nous permet en fait d'avoir la visibilité sur ce qui se passe, sur toute l'activité réseau au sein des gateways et d'avoir du coup tout le reporting sur qui est connecté, quand, quelles sont les applications qu'il a démarrées, quels sont les échecs d'authentification qu'il y a pu y avoir, et une consolidation de tous ces logs dans l'élément central, Analytics for Security, pour justement vraiment détecter le comportement des connexions et comprendre si on est face à une attaque ou si c'est un usage dit normal. Merci Arnaud. Donc, la phase d'après, c'est celle qu'on prépare, c'est celle qui démarre finalement à partir de maintenant, avec une rentrée pas comme avant. On n'est pas sur une rentrée septembre 2019 classique, on est sur quelque chose de complètement nouveau, il faut qu'on s'adapte. Donc effectivement, la nouvelle normalité maintenant, pour un collaborateur dans une entreprise, effectivement, de plus en plus, c'est être capable de travailler quel que soit le lieu où il se trouve et la manière dont il souhaite travailler, quel que soit le périphérique, être capable pour une organisation de livrer à tout moment et partout les applicatifs et les datas, et avec la contrainte effectivement de protéger tout et tout le monde, puisque voilà, maintenant on se retrouve avec les données d'entreprise à protéger, les périphériques à protéger, avec effectivement des contraintes liées à ces nouveaux usages. Il ne faut pas oublier quand même ce qui est une forte part de l'ADN de chez Citrix et qui est un message pour nous qui est important, c'est que l'expérience collaborateur reste quelque chose de très important.
fournir effectivement des outils d'accès à distance, mettre en place des mesures de sécurité, c'est excessivement important, mais il faut que le collaborateur il garde une expérience correcte de l'utilisation de ces outils. Parce que sinon, effectivement, il va avoir de la perte en productivité, il ne va pas adhérer à ces nouveaux outils et il va avoir son travail qui va être complexifié. Donc, l'objectif, effectivement, c'est de favoriser les meilleures conditions de travail tout en respectant l'ensemble des contraintes de l'organisation au niveau de la sécurité, des process, etc. Donc, effectivement, maintenant, les collaborateurs, comment ils travaillent de plus en plus, et ça s'est accéléré effectivement beaucoup cette année, ils vont travailler du bureau, parce que des personnes ont dû retourner au bureau malgré tout, parce que tout métier n'est pas exécutable de manière distante. Il va travailler de chez soi. Dans la voiture, ça peut se faire, why not. Il va travailler sur différents périphériques, que ce soit du laptop, de la tablette, du PC fixe. Donc, on va avoir effectivement une multitude de lieux et de périphériques. Et à côté de ça, on va aussi avoir au niveau de la gestion pour les équipes IT une multitude de localisations. Vous allez avoir des ressources qui vont être on-premise, donc des infrastructures, des workloads, des intranets qui vont être vraiment hébergés chez vous. Mais vous allez, nos clients et vous appuyez de plus en plus sur des applications que vous prenez as a service en mode SaaS. Vous avez des Office 365 est un exemple. Vous avez du SAP, du Salesforce. Bref, il y a tout un écosystème d'applications SaaS qui sont vraiment gérées à l'extérieur. Vous avez le management du contenu. Donc maintenant, il y a effectivement des solutions comme OneDrive, Content Collaboration et d'autres concurrents qui vous permettent effectivement d'avoir une gestion de la donnée d'entreprise, du partage de la donnée d'entreprise. Et ça, ce sont aussi des choses qu'il faut être capable de manager. Et vous allez avoir effectivement toutes les plateformes de cloud public qui vont vous permettre d'avoir effectivement de la plateforme, du IaaS, du PaaS, qui vont être effectivement extérieurs à vous. Et donc, tout ça, c'est un ensemble qui convient d'orchestrer, de gérer et où effectivement le change management devient de plus en plus complexe. Ajouter à cela, effectivement, c'est que la multiplication à la fois de ces lieux de connexion, de ces périphériques et des emplacements des données de vos applications, va augmenter mécaniquement la surface de la menace, puisqu'effectivement, chaque point d'entrée qu'on ouvre vers le SI est un point qu'il va falloir sécuriser maintenant. Et donc ça, effectivement, c'est un point qui est maintenant effectivement important. Et c'est pour ça que nous, au niveau Citrix, effectivement, on fait la bascule vers une approche dite zéro trust, où là, effectivement, on va considérer que maintenant, tout accès doit être contrôlé, doit être en temps réel, et doit être monitoré par rapport à son contexte. Donc, l'idée, effectivement, de la philosophie zéro trust chez Citrix, c'est qu'effectivement, ça démarre avec ce qu'on savait déjà faire depuis quelques temps, c'est les accès contextualisés aux applications. C'est-à-dire que historiquement, sur nos briques de virtualisation application et VDI, on savait déjà effectivement appliquer du paramétrage, des éléments de sécurité, du filtrage par rapport à l'emplacement d'un collaborateur, de son type de périphérique, du type d'application qu'on allait publier. Et finalement, derrière, on vient rajouter effectivement cette optique. On va plutôt aller chercher de l'accès aux ressources sans VPN, c'est-à-dire qu'on va plutôt passer par de la virtualisation d'applications ou alors de l'accès direct contrôlé. Intégrer massivement du SSO pour tout l'ensemble des applications, qu'elles soient SaaS, web, mobile ou virtualisées, puisqu'il est important aussi de fluidifier à la fois l'expérience utilisateur, mais de faire en sorte, le SSO a aussi cette vertu d'être capable au fait d'unifier les mécanismes d'authentification et vraiment de faire en sorte de limiter le nombre de logins mots de passe que peut avoir un utilisateur, éviter un peu l'effet post-it sur l'ordinateur pour avoir le login mot de passe d'un applicatif bien spécifique qu'on utilise une fois de temps en temps. On a tous cette image en tête du post-it sur l'écran. Intégrer des mécanismes de filtrage web et de navigation isolée pour se prémunir de tout ce qui va être applicatif non catégorisé, donc avoir cette capacité de choisir effectivement comment on publie une application web ou SaaS. Est-ce que c'est de l'accès direct via le navigateur? Est-ce que c'est du mode isolé parce qu'on ne sait pas le catégoriser? De choses-là. Et après, en complément, on va rajouter toujours
de l'accès contextuel avec, en fonction des cas, l'authentification multifacteur, donc la capacité de se dire l'utilisateur est en remote, on lui ajoute un double facteur, il est en interne dans les locaux, on n'a pas forcément besoin du double facteur parce qu'on considère qu'il va être dans une location sécurisée. Être capable d'appliquer de la gouvernance des données, donc avec Cloud App Control, puisqu'effectivement, on l'a déjà dit, il y a de l'applicatif, mais il y a aussi de la donnée. Elle peut être on-premise, elle peut être sur des storage cloud. Et donc, après, c'est effectivement pour nos clients la capacité de leur donner le choix du positionnement des données en fonction de leur criticité. Et toujours, effectivement, avec une philosophie accès zéro trust, où on va positionner du contrôle et du monitoring en continu sur les accès. Juste effectivement pour faire un petit peu la picture de l'évolution de Citrix sur le marché avec le temps. Donc on est vraiment arrivé au début des années 90, l'accès distant, et on a évolué vers les réseaux d'applications sécurisés. Après, il y a eu effectivement toutes les phases informatiques virtuelles, la partie services de mobilité et cloud. Après, un gros shift en 2017, environnement de travail sécurisé, c'est le début de l'époque Workspace chez Citrix. Et depuis fin 2019, effectivement, on évolue, Workspace évolue avec l'environnement de travail intelligent. C'est ce qu'on appelle effectivement Workspace for Intelligence. Donc ça, effectivement, c'est juste pour vous montrer effectivement l'évolution de Citrix et l'évolution des produits chez nous au fur et à mesure en fait, des révolutions techno qui sont arrivées, telles le cloud, et des besoins et des nouveaux challenges que le marché a vécu. Une passe vite fait effectivement sur le catalogue produit Citrix. Maintenant, Citrix, effectivement, c'est trois grandes branches. On va avoir la partie Citrix Workspace, donc qui va inclure toute la partie virtualisation, Virtual Apps and Desktop, Endpoint Management, Content Collaboration pour toute la partie gestion de la donnée, et MicroApps qui va être effectivement la partie intelligence de l'offre Workspace, donc la capacité effectivement de s'intégrer, d'intégrer des workflows et d'aller travailler avec les applications SaaS ou autres au travers des API pour aller créer de la micro-apps et aller chercher du workflow spécifique pour aller améliorer l'expérience utilisateur dans l'utilisation de certains applicatifs et certains workflows. On va avoir tout un stack autour du networking qui va être porté par les offres ADC. On a déjà un petit peu discuté précédemment. On va avoir toutes les offres SD-WAN, donc tout ce qui va vraiment être virtualisation des réseaux MPLS. On va avoir la brique ADM pour le management centralisé, le contrôle, le pilotage centralisé. On va avoir tout ce qui va être Web App et API Protection. Dernière brique qu'on va avoir va être portée sur toute la partie Citrix Analytics. Donc, on a un peu échangé sur Analytics for Security, puisqu'on est un peu dans le thème, aux assises de la sécurité. Mais il faut savoir qu'on a aussi cette brique pour la partie performance, s'assurer du niveau de performance de vos infrastructures pour s'assurer que vos utilisateurs, vos collaborateurs aient une bonne expérience de vos applicatifs, et aussi Analytics for Operations. Donc ça, c'est tout ce qui va être optimiser les opérations, optimiser les coûts, surtout pour les utilisateurs qui vont être consommateurs de cloud public, s'assurer qu'on a toujours le bon niveau de ressources disponibles, décommissionner ce qui n'est pas utilisé, recommissionner à la volée ce qui va être nécessaire. On va refaire un petit focus effectivement sur Citrix Workspace, puisque c'est effectivement un peu le cœur d'offre chez nous, autour duquel va graviter l'ensemble de nos solutions. Donc effectivement, la philosophie de Workspace, c'est d'être capable de fournir l'ensemble des besoins d'un collaborateur pour qu'il soit productif sur un portail unifié. Donc l'idée, effectivement, pour le collaborateur, c'est effectivement d'avoir un portail sur lequel on va être capable de gérer l'authentification nécessaire. Donc là, on va avoir une authentification login, mot de passe avec un token complémentaire, et on va pouvoir effectivement arriver sur une interface de manière sécurisée sur un workspace où un collaborateur va retrouver l'ensemble des ressources dont il va avoir besoin pour travailler sur la même interface. Donc, il va retrouver typiquement tous ces environnements virtualisés. Ça peut être du virtual de la publication du remote app, ou ça peut être effectivement là, un bureau plein, comme on voit là sur l'écran, avec la capacité effectivement de contrôler ce qui va être autorisé ou non. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte, on va pouvoir dire que le copier-coller est interdit, l'impression est interdite, la montée des lecteurs locaux du client va être interdite. Donc, on va pouvoir s'adapter en fonction du contexte de l'utilisateur
on va pouvoir adapter les ressources auxquelles il va avoir accès et limiter les actions du collaborateur. On va avoir exactement maintenant le même mécanisme au travers des applications en mode SaaS qu'on est capable aussi de présenter dans l'offre Workspace, puisqu'on va avoir des mécanismes pour gérer le comportement en fonction de ce que le collaborateur va vouloir lancer. Une application SaaS de l'entreprise, on peut choisir de la lancer dans le navigateur du device ou dans un mode isolé. Et on va aussi pouvoir avoir les mêmes actions, mettre du watermarking, interdire les impressions, interdire le copier-coller pour effectivement dire voilà, on s'appuie sur une application SaaS qui n'est pas hébergée chez nous, mais on est quand même capable de fournir de la sécurité et du renforcement de contrôle sur cette application-là. Et un dernier point quand même qui reste aussi très important, c'est que le collaborateur, il utilise des applications, il utilise des bureaux virtuels, mais il va générer de la donnée pour l'entreprise, il va générer de la valeur. Et donc ça, il faut aussi qu'il soit capable d'y accéder de manière très rapide. Et avec Citrix Content Collaboration, on est capable de se positionner en tant que fournisseur de stockage. Vous êtes capable de publier des ressources qui seraient on-prem, donc transformer et moderniser des stockages que vous auriez, mais on est aussi capable de travailler avec les compétiteurs pour pouvoir intégrer des offres que vous auriez peut-être déjà souscrites et donc d'être quand même capable de les intégrer, de les encapsuler dans l'offre Workspace. Point important, ça c'est des choses qui sont récentes aussi chez nous, c'est qu'on a renforcé les mécanismes de sécurité autour de ce qu'on appelle le Workspace App, hein, qui est le client qu'on va installer sur un device, pour ajouter des features qui vont permettre de protéger contre les keyloggers et contre les screen capture. Donc ça, c'est une mécanique qui va faire en sorte qu'un utilisateur qui accède à une ressource, que ce soit une remote app, un bureau en VDI, une application SaaS ou juste du simple browsing de la navigation web, s'assurer voilà, que aucun keylogger ne peut capturer ce que l'utilisateur va taper sur son clavier pour récupérer du login mot de passe ou de la donnée, ni faire d'impression écran. On va avoir des mécanismes qui vont venir transformer l'écran pour qu'il devienne tout noir quand il y a une impression écran qui se met en place. Donc ça, ce sont des mesures complémentaires de sécurité qui sont mises en place et qui peuvent être valides à la fois pour du point de terminaison du endpoint que vous manageriez de manière entreprise corporate, du laptop que vous fournissez à vos collaborateurs, mais qui a aussi son sens quand vous êtes dans une stratégie Bring Your Own Device, où là, vous n'avez pas forcément la main sur l'ensemble du poste du collaborateur. Et donc, ça, c'est une bonne manière, effectivement, de se prévenir du fait que le poste du collaborateur peut être un point d'entrée malveillant sur le réseau. Un petit focus sur Citrix Analytics for Security, puisqu'on l'a évoqué un plus au-dessus. Donc, effectivement, le principe d'Analytics for Security, c'est d'être capable d'avoir des remontées de l'ensemble du portfolio de nos offres, que ce soit l'endpoint management, l'access control, la partie virtualisation, la partie gateway et la partie data. Et donc, derrière, on va être capable, en se basant sur des stratégies et des règles que l'administrateur va pouvoir définir. Il y a aussi du machine learning pour analyser le comportement, détecter finalement tous les comportements à risque, tous les comportements qui sortent d'un usage normal d'un collaborateur, parce qu'on sait qu'un collaborateur, il a l'habitude de se connecter de son bureau parisien, par exemple, et puis un petit peu de chez lui le soir. Et en fait, le système va apprendre les usages, se baser aussi sur ce qu'un administrateur va définir pour la sécurité, et va après scorer le comportement d'un utilisateur. Et après, vous allez pouvoir, vous, en fonction du niveau de score, positionner soit des actions automatiques, ça peut être avertir un administrateur, avertir un RSSI, ou aller jusqu'au blocage de certains accès. Dire, voilà, si vous avez un collaborateur, il s'est connecté le matin, il était à Paris, et vous voyez que la prochaine connexion à 14 heures après le déjeuner se fait à Singapour, on peut considérer que c'est un facteur de risque majeur. On peut bloquer le compte, bloquer les accès pour pouvoir se dire, on a automatiquement fait une rémédiation par un blocage de l'accès au compte et ça nous laisse le temps d'aller voir l'utilisateur, faire un contrôle sur la machine, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une compromission. Donc voilà, c'est un outil qui vous permet, grâce à la remontée de toutes les informations qu'on peut avoir sur nos outils, sur des règles que vous pouvez définir et sur l'analyse de comportement du machine learning, d'être proactif et réactif très rapidement sur des rémédiations autour de la sécurité.
Donc là, moi, on a fini pour la partie présentation. Je ne sais pas si Arnaud, tu avais des compléments à faire sur ce qui a été présenté, hein, puisqu'Analytics est aussi capable de travailler sur la partie Citrix ADC. Donc, Oui, la partie Analytics for Security va concaténer les informations de toutes les briques d'authentification et les briques d'accès, que ce soit sur le composant ADC, qui va jouer le rôle de gateway pour accéder à votre environnement, mais également sur ce qui se passe au niveau de la ferme Virtual App et Desktop, et également des différents événements système Microsoft pour pouvoir, puis également la partie endpoint management, hein, gestion du device, et il va y avoir vraiment interprétation de tous ces logs pour pouvoir identifier et définir une valeur de risque. Et derrière, on découle les actions potentielles. Donc, dans les actions, comme le disait Maxence, on peut bloquer l'utilisateur, bloquer l'accès, mais on peut également déclencher l'enregistrement de vidéo. Par exemple, il est tout à fait possible que, eh bien, on enregistre l'activité sur une application publiée pour voir ce qui se passe dedans et décider si effectivement il y a compromission ou pas. ok. Donc là, on va arriver sur la phase de questions-réponses, puisqu'on a fait on a fait le tour sur la partie présentation. Donc, Merci beaucoup, Maxence. Merci, Maxence, pour cette présentation. Merci, Arnaud, pour toutes les spécifications. Donc, effectivement, on va passer à la phase questions-réponses. On a reçu quelques questions. Alors, la première ira à Arnaud. Donc, comment améliorer l'expérience utilisateur des collaborateurs en télétravail d'un point de vue réseau? Alors, le protocole HDX, c'est un protocole qui évolue régulièrement chez Citrix. La dernière évolution en date, ça a été le fait d'introduire le support de l'UDP. Auparavant, HDX et plus historiquement ICA, c'est uniquement du TCP. Donc, dès que vous avez des latences réseau qui commencent à être importantes, hein, prenez des 50 millisecondes ou des 100 millisecondes, dans le pire des cas, avec du TCP, vous vous retrouvez avec une expérience d'utilisateur dégradée, puisque voilà, un transfert de fichiers, quand vous êtes à une centaine de kilos, vous allez tourner à 200 kilobits par seconde. Alors que si vous le basculez en UDP, vous avez pas ce phénomène de contrainte d'acknowledgement des différents paquets. C'est pour ça que Citrix a fait évoluer son protocole AGX. Maintenant, on supporte donc de l'UDP avec notre protocole. Ça signifie que dans votre réseau interne, vous devez accepter l'UDP, communication vers les serveurs, mais également au niveau des portails, hein, des points d'entrée. Donc, les firewalls vont devoir accepter UDP 443 et on va encapsuler le HDX, on va le transporter dans du UDP. Et la partie contrôle qui était intégrée nativement au protocole TCP, c'est l'applicatif qui va le gérer. C'est la partie cliente, la partie serveur qui vont avoir ce rôle de demander la réémission de paquets si jamais on ne les a pas reçus correctement. Donc, en termes de mesure, on est à peu près sur un facteur 10 sur les transferts de fichiers et on est sur un facteur 3 en termes de latence d'affichage, le scrolling dans les différentes applications, comme dans Excel par exemple, sur des liens un petit peu lents, on peut se retrouver effectivement avec un scrolling catastrophique dans les applis. Et du coup, ce protocole en UDP va également répondre aux problématiques de 3D. On a pas mal de clients qui l'ont mis en œuvre sur des déploiements avec du CATIA, par exemple, et désormais des latences à 100-150 millisecondes permet de faire du CATIA en utilisant de l'UDP sur notre protocole AGX. Bon, ce qui est important à retenir, c'est que cette évolution de notre protocole, donc le Citrix fait, évidemment, l'intégralité de nos équipements, de notre techno, va être capable de le supporter. Ce qui n'est pas le cas de nos concurrents qui voudraient pouvoir proxifier notre flux. Ils ne suivent pas forcément les évolutions qu'on peut faire sur notre protocole.
ce qui fait que vous ne pouvez pas bénéficier de toutes ces évolutions, le support de l'UDP ou toutes les remontées de statistiques qu'il peut y avoir sur notre protocole. Il n'y a que l'équipement ADC qui va vous permettre de pouvoir chiffrer le protocole ICA en UDP et vous remonter également toutes les statistiques au niveau des différents canaux virtuels. Très bien, merci beaucoup Arnaud pour cette réponse précise et détaillée. On a une deuxième question, je pense qu'elle sera pour toi Maxence, celle-ci. Dans le cadre de l'analyse contextuelle, est-il possible de prendre en compte aussi des paramètres tels que l'heure, le lieu de connexion, l'adresse IP interne, externe, base de données de congé pour exécuter tel ou tel exécutable ou access URI? Alors, c'est une question bien complète. Alors, on va être capable, sur une partie des points, de les détecter, hein, l'heure, le lieu de connexion, en fonction du produit. Par exemple, typiquement avec des solutions endpoint, on va être capable de prendre la géolocalisation, la géolocalisation précise via le GPS, par exemple pour des terminaux mobiles, pour détecter effectivement où se trouve un endpoint, autorisé ou pas des accès sur ce type d'éléments. On va être effectivement capable de faire des accès contextuels et de l'analyse en fonction des adresses IP internes ou externes. Donc ça, ce sont des choses qu'on est capable de renseigner, hein, dans les outils. Par contre, effectivement, c'est plutôt l'interfaçage avec des bases de données externes où là, il faudrait que je regarde. Pour moi, comme ça, c'est un point qu'il faudrait qu'on peut regarder après, parce que voilà, c'est assez spécifique. Après, c'est effectivement l'exécution d'un exécutable ou d'un accès URL. J'imagine c'est à partir directement du device qui est concerné qui sera analysé. Idem que pour la partie croisée avec une base de données externe, finalement, à nos solutions. Ça, c'est des sujets qu'on peut creuser après coup, ça, directement. Donc ça, on peut prendre le point et revenir vers vous pour le traiter. Merci Maxence. Ce que je propose effectivement, parce qu'on est déjà quasiment à la fin, il est 11h45, c'est peut-être de revenir vers la personne. Donc on a bien pris compte de votre question et on va revenir vers vous. Est-ce qu'on prend une dernière question peut-être? Une dernière question Maxence? On prend le temps? Il y a une je vois qu'il y a une question sur le fait de valider l'UDP 443 sur les firewalls, fait que le client et le serveur s'adaptent automatiquement ces communications. Sur ce point-là, au niveau de la partie virtualisation, effectivement, quand vous activez donc le protocole EDT, hein, comme expliqué Arnaud, c'est utiliser le port UDP plutôt que de passer sur du mode TCP. Donc ça, c'est de la configuration sur le produit et effectivement, la première connexion par défaut essaye de se faire en mode UDP. Et si jamais il y a un endroit de la chaîne sur le réseau qui ne permet pas de monter cette connexion en mode UDP, eh ben, en fait, il va faire automatiquement un fallback sur la partie TCP. Donc, parce que vous pouvez très bien imaginer que vous avez fait tout le travail d'ouverture firewall de votre côté en UDP, mais il se peut que côté device, par exemple, il y a un firewall parce que c'est un partenaire qui se connecte, il n'est pas autorisé le 443 sur UDP. Donc, on peut effectivement demander au système, par défaut, on tente l'UDP 443. Si jamais ça ne passe pas, on va avoir un fallback automatique en TCP. Parfait, merci beaucoup. Je crois qu'on a encore une slide simplement de partage des accès pour nous contacter. Donc, Citrix est disponible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre. On a un blog, on a un fil Twitter français. Bien sûr, on a une page LinkedIn, sans oublier notre site web. Donc, n'hésitez pas à vous connecter sur ces différentes interfaces pour vous informer sur notre actualité et nos différentes solutions. Il ne me reste plus qu'à remercier l'ensemble des speakers. Merci infiniment Maxence, merci Arnaud. Et merci à tous pour votre participation aujourd'hui. On reviendra vers vous, si vous le souhaitez, bien sûr, les personnes avec lesquelles on a pris contact pour répondre à vos questions et vous recevrez le contenu de cette présentation ultérieurement. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, bonne fin de journée.